Qui épuisait secrètement votre fille ado tous les week-ends? Ma fille de 14 ans a commencé à demander à dormir chez des amis tous les week-ends et je pensais que c'était juste un truc social normal d'adolescente. Mais j'ai remarqué un schéma étrange. Chaque lundi matin, elle rentrait à la maison complètement détruite. Des cernes si profonds qu'on aurait dit des bleus, les épaules voûtées, traînant les pieds comme si chaque pas lui faisait mal. Quand je lui posais des questions sur les soirées pyjama, elle marmonnait juste que c'était sympa et filait dans sa chambre. Son prof de maths m'a écrit, elle avait fait une crise de panique en classe quand il lui avait simplement demandé ce qu'elle avait fait le week-end. Sa prof de violon a appelé pour dire qu'elle avait quitté le cours en plein milieu, sans explication. Elle avait perdu 5 kilos en un peu plus d'un mois. Son jean préféré lui pendait sur les hanches. Elle ne touchait presque plus à son petit déjeuner. Elle avait commencé à rater les dîners familiaux du dimanche, des événements qu'elle n'avait jamais manqués, même pas quand elle avait la grippe. Mon conjoint pensait que je devenais parano. Elle a 14 ans, Lisa. Les filles, elles ont des soirées pyjama. Tu te fais des films. Mais en nettoyant sa chambre, j'ai trouvé des canettes de boissons énergétiques cachées derrière sa commode. Des dizaines. Ma fille si douce, qui buvait uniquement des tisanes. Mon instinct de maman ne murmurait plus. Il hurlait. J'ai commencé à l'observer plus attentivement. Chaque vendredi après-midi, quand elle recevait certains messages, son corps tout entier changeait. Épaules crispées, visage pâle, mains tremblantes. Toujours le même sac de voyage. Mais un détail m'a frappé. Des gants de travail dépassés, de la poche latérale. Plus de soirées jeux en famille le samedi. Plus de cookies ensemble le dimanche matin. Plus de demandes pour que je lui tresse les cheveux avant de dormir. C'était comme si quelque chose ou quelqu'un l'arrachait, peu à peu de nous. Un jour, en passant devant sa chambre, je l'ai entendu au téléphone. Sa voix était différente, effrayée, presque désespérée. Je sais, je serai là. Puis sa voix s'est brisée. Je peux plus faire ça tous les week-ends, s'il te plaît. Un silence. Non, je comprends. Promis, je ne dirai rien. Puis elle s'est mise à pleurer. Des sanglots déchirants qui m'ont noué la gorge. Le lendemain matin, au petit-déj, j'ai demandé d'un ton neutre. Chez quel ami tu vas ce soir, ma chérie? Sa cuillère a heurté son bol. Ses yeux se sont précipités vers son téléphone comme si c'était une bouée de sauvetage. Juste, chez Marlène. Sa mère a déjà dit oui, mais j'avais appelé la mère de Marlène la semaine précédente. Marlène était chez son père, dans un autre état, depuis un mois. C'est là que j'ai commencé à remarquer son comportement avec son téléphone. Quand une certaine notification retentissait, 2 bips rapides, son corps devenait raide. Elle supprimait immédiatement ce qu'elle venait de recevoir. Quelque chose n'allait vraiment pas. Ce samedi soir, une fois qu'elle est partie pour sa soirée pyjama, j'ai fait quelque chose que je m'étais promis de ne jamais faire. Je l'ai suivie. Elle ne marchait pas comme une ado allant chez une amie. Elle marchait comme quelqu'un allant à l'échafaud. Elle prenait des détours, revenait sur ses pas, regardait sans cesse derrière elle. À un moment, elle s'est arrêtée sous un lampadaire et a respiré profondément, comme avant une bataille. Elle a envoyé un message, les mains tremblantes. Quand la réponse est arrivée, ses épaules se sont affaissées. Elle a continué à marcher. Et là, mon estomac s'est retourné. Elle ne s'est pas dirigée vers la maison de Marlène. Elle est allée 6 rues plus loin, dans une maison que je connaissais bien. Je l'ai vue monter les marches comme si elles étaient une montagne. Elle a hésité 1 minute devant la porte avant d'appuyer sur la sonnette. 10 minutes plus tard, j'ai sonné à mon tour, le cœur battant. La porte s'est ouverte et une voix familière a dit: "Oh, bonsoir ma chérie. On ne t'attendait pas." C'était ma belle-mère, mon ex-belle-mère, tablier à fleurs et tout le tralala. Kaylee m'aide avec quelques petits projets. Une petite fille si dévouée. Elle vient tous les week-ends, sans faute. J'ai poussé la porte et l'odeur de poussière et de carton m'a frappée. Maman, Kaylee est apparue en haut de l'escalier. Des gants de travail aux mains, des toiles d'araignée dans les cheveux, entourée de piles de boîtes. Elle avait l'air exténuée, brisée. Quelqu'un doit bien s'occuper de sa chère grand-mère, a lancé ma belle-mère. Tu l'as utilisée comme main d'œuvre gratuite, ai-je rétorqué, voyant les ecchymoses sur les mains de ma fille. Je lui enseigne l'importance de la loyauté familiale, ce que toi, tu n'as jamais appris. Mais je regardais ma fille, et dans ses yeux, j'ai vu du soulagement. Elle comprenait que je l'avais enfin retrouvée, qu'elle n'était plus seule. Sa grand-mère l'avait menacée. Si elle arrêtait de venir, elle n'aiderait plus à améliorer sa popularité. On est parti ce soir-là. On n'est jamais revenu. Le lendemain, nos avocats ont envoyé une lettre de mise en demeure. 2 semaines plus tard, ma fille recommençait à dormir les samedis matins. Ses mains avaient guéri, et elle était redevenue la fille joyeuse que je connaissais.